sais qu'à ce stade-là, je devrais d'abord donner une définition globale de l'intelligence artificielle, mais le problème, une telle définition aussi précise et unique n'existe pas. Parce que tout simplement, comprendre et définir l'intelligence artificielle est un objectif qui reste toujours à atteindre. Mais quand même, je vais essayer de définir de trois façons l'intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par dire que pour la première définition, on va s'intéresser aux objectifs de la recherche en AI. Et la façon la plus simple, c'est-à-dire de créer et étudier les machines qui agissent. Et là, quand j'utilise le verbe agir, c'est tout le sens de agir ou soit le fait de créer et étudier des machines qui pensent aussi en faisant preuve d'intelligence. Une deuxième définition qu'on peut donner, s'intéresser aux composantes ou sous-problèmes qu'elles s'efforcent de résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, par exemple, comprendre comment reconnaître des objets. D'ailleurs, dans le projet Olive, pour reconnaître les obstacles aux alentours, c'est ce qu'on utilise. Une troisième définition que je dirais ici, une définition plus culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là? D'ailleurs, elle était annoncée par Astro Teller. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le directeur de Google X, l'usine Moonshot. En fait, je ne sais pas si vous avez une idée sur cette usine, mais en fait, c'est l'usine des idées folles de Google. Et cette personne, ce que j'aime dans ses idées à lui, à part la définition qu'il a donnée, le fait que l'intelligence artificielle et la science de comment faire des machines les choses qu'elles font dans les films, mais lui, c'est une personne qui a dit qu'il préfère que ses employés passent la majorité de leur temps à casser des trucs et à tenter de prouver qu'ils ont tort. Il a même donné des bonus à des employés qui se plantent. Donc, et c'est avec ce genre de choses qu'on peut arriver à des choses inattendues. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que le machine learning se base sur le fait de programmer un modèle général, que lui, il va tout simplement ajuster ses paramètres à l'aide des données qu'on lui fournit à chaque fois. Donc ça, c'est très important à comprendre. Aussi, avant d'aller plus loin, grâce au machine learning, des millions de cancers peuvent être diagnostiqués chaque année. Des milliards de spams de virus sont bloqués pour protéger nos ordinateurs. Et bien sûr, aujourd'hui, j'aurais pas pu parler d'un véhicule autonome s'il n'y avait pas le machine learning. Un autre point que je dois dire peut-être que c'est le deep learning est un sous-domaine de machine learning. Encore une fois, les gens parfois confondent entre le machine learning et le deep learning. Donc, le deep learning, c'est un sous-domaine et on parle de deep learning, c'est-à-dire on a besoin de deux critères. Le premier critère, c'est la puissance de votre processeur pour traiter les données et les données. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, dans une conférence, je me rappelle un chercheur qui, dans le domaine très connu, il avait dit, parfois on a un algorithme qui fonctionne très très bien, mais si on n'a pas beaucoup de données, ben cet algorithme, il ne sera pas efficace. Donc, l'efficacité des données, ça dépend, l'efficacité de l'algorithme d'apprentissage dépend des données. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il reconnaisse une image, il faut donner des milliers d'images pour qu'il puisse être capable. Si vous regardez ici, le machine learning, il est au même niveau que le speech. Donc, c'est comme si ils sont en parallèle. Mais en réalité, dans le modèle speech, l'approche speech, on peut utiliser des techniques de machine learning. Donc, pour résoudre des problèmes liés à la voix, que ce soit la génération du voix ou sa transcription. Donc, de ce fait, ce ne sont pas des branches parallèles, mais différentes façons d'organiser l'intelligence artificielle qui peuvent s'entrecroiser. En fait, c'est ça qui fait la difficulté de l'intelligence artificielle, mais en même temps, la beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un arbre bien ordonné. Ici, on a des branches qui peuvent se développer, que ce soit en parallèle ou ils peuvent aussi se rencontrer.
Mon conseil pour l'instant, ne perdez jamais de vue le paysage de l'ensemble pour éviter de vous y perdre, tout simplement. Ça, c'est le projet IFMAP. Donc, c'est une application qui, comme c'est écrit, objectif, c'est de réduire le gaspillage alimentaire avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est une application mobile sur laquelle tu peux prendre une photo de tes aliments, qui reconnaît c'est quel aliment et qui reconnaît la maturité, justement, de ce que tu as pris en photo. Et dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, c'est de justement optimiser un peu ton épicerie ou ton frigo. Fait que sur l'application, il y a un frigo dans lequel tout ce que tu prends en photo est mis et en temps et lieu, mettons, tu as pris une photo lundi de certains aliments, ben, le vendredi, tu vas peut-être recevoir une notification te disant OK, ben là, tu as beaucoup d'aliments qui vont expirer parce que leur maturité était déjà assez élevée. Donc, je te conseille, mettons, avec toutes les pommes que tu as, de faire une tarte aux pommes. Donc, ça serait dans un peu cet objectif-là. Fait que ça détermine, ça reconnaît le fruit, ça détermine la fraîcheur, ça te l'ajoute au frigo, puis c'est une optimisation. Dans le fond, on a pris beaucoup de photos, plusieurs photos pendant plusieurs jours d'avocats pour justement avoir une base de données un peu plus complexe. Et Antoine, justement, qui s'est occupé de l'entraîner pour voir si ça arrivait à reconnaître, puis avec le niveau de maturité. Et ça avait relativement très bien fonctionné, justement. Fait que ça vous montre que même avec peu de données comme ce que nous, on a réussi à prendre chez nous, dans nos maisons, avec des avocats qu'on a achetés chez Maxi, euh, on arrive quand même à avoir des bons résultats, même si on n'a pas les bases de données super grosses qu'on peut trouver sur Internet, comme on a fait, mettons, avec les pommes, par exemple. Le projet Alive, c'était le but, c'est d'éviter les obstacles. Donc, on a développé un auto intelligent, comme vous le voyez ici dans l'écran, qui se retrouve dans une labyrinthe. Ensuite, on a créé aussi d'autres véhicules pour qu'ils puissent se suivre, comme je l'ai dit au départ, dans le but, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le platooning et surtout éviter les cas de fatigue pour les conducteurs et bien sûr éviter les accidents. Donc, dans le véhicule, il n'y a pas juste des algorithmes qui sont programmés, mais il y a une intelligence. L'intelligence pour détecter les obstacles. Et sachez que ce code, il est open source. Donc, et la plateforme Alive, quand elle était aussi développée dans un contexte de recherche pour encourager les chercheurs à créer leurs propres algorithmes et les comparer. Alive, c'est deux interfaces différentes. Une interface plus dirigée envers les élèves de primaire puis de début secondaire qui vraiment sert à apprendre les bases de la programmation de manière vraiment intuitive. Puis ensuite, un langage de programmation Alive Script qui est plus adapté pour des jeunes du secondaire. En ce moment, devant vous, vous avez un exemple rapide de l'interface par bloc. On a une liste de blocs sur le côté. Puis, comme vous pouvez voir, avancer, reculer des blocs vraiment basés. Ça, en soi, c'est juste une image sur l'écran, là. Puis, tu glisses ça en dessous de l'espace départ, puis tu appuies sur le bouton pour le lancer, puis ça va exécuter ton code comme si c'était un vrai code, mais par bloc, beaucoup plus simplement, dans le fond, beaucoup plus accessible pour des jeunes. Puis, ça aide à apprendre les bases, les fonctionnements de base de la programmation, comme des boucles, puis des instructions de base, parce que ça revient dans pas mal tous les langages. Maintenant, on a aussi développé une deuxième interface, comme Éloi l'a dit. Il s'agit de l'interface qu'on appelle l'interface AliveScript. AliveScript, en fait, c'est le nom du langage de programmation que nous avons créé de toutes pièces et qui est utilisé pour coder dans ce mode. C'est un langage qu'on a créé et il est conçu pour être simple, intuitif et facile à comprendre. En fait, il a vraiment été pensé pour que ce soit un pont entre le langage, la programmation plutôt par bloc et la vraie programmation avec des langages de programmation que tout le monde connaît. En faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment ce passage, cette espèce de prochaine étape entre les blocs et la vraie programmation pour consolider les apprentissages des nouveaux programmeurs, parce que ça peut être vraiment ardu pour des nouveaux programmeurs, justement, de passer tout de suite à la programmation qui utilise le Java ou le HTML, par exemple.
Donc, c'est selon nous, cette version-là de Alive Play, cette interface-là permet cette transition et c'est surtout destiné aux élèves du secondaire. Ce qui démarque vraiment notre application des autres applications de programmation, c'est qu'on peut observer les résultats de son programme tout de suite, immédiatement et surtout dans la vie réelle. Parce que oui, l'application permet de connecter des objets par une connexion Bluetooth, dont les voitures du projet Alive qu'on a parlé précédemment. Donc, ces voitures-là que j'ai juste ici. En fait, le rôle de cette voiture, ça va être de suivre les actions que le code va lui avoir demandé d'effectuer dans le même ordre qui est prescrit. Et donc, autant dans la voiture réelle que dans la simulation, on voit vraiment l'intérêt des enfants lorsqu'ils peuvent expérimenter en faisant des codes différents avec surtout la voiture réelle, en fait. Ça, on a pu le prouver en réalisant un tournage pour une vidéo qu'on a faite pour présenter le projet. On avait, comme on le voit sur la photo à droite, en fait, on avait demandé à des jeunes étudiants du primaire de faire quelques programmes avec la voiture pour la faire déplacer dans des environnements contrôlés. Puis, on s'est vraiment aperçu qu'ils étaient intéressés et qu'ils voulaient vraiment expérimenter avec la voiture de plus en plus. Ça a vraiment piqué leur curiosité. Ça, cet exemple-là, je l'appelle le moonwalk. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc, si je l'exécute, il va avancer, puis tourner de 180 degrés. Ensuite, il va faire un moonwalk en reculant dans le drapeau. Et là, vous voyez que, par exemple, ça vient de compléter un objectif qui était de toucher au drapeau. Donc lui, il va lire une direction. Donc l'utilisateur va rentrer une direction. Si la direction est gauche, il va tourner. Sinon, il va tourner à gauche, sinon il va tourner à droite. Donc si j'écris gauche, ici, il va avancer puis tourner à gauche. Et si j'exécute le même code, mais que j'écris droite, il va avancer et tourner à droite. Et dans cet exemple-là, on va lire un angle, on va avancer, puis on va tourner de cet angle-là. Donc, l'utilisateur va pouvoir choisir lui-même l'angle qu'il désire. Donc, si, mettons, je veux faire un angle de 39 degrés, bien, j'avance et je tourne de 39 degrés. Et là, je viens afficher ici l'angle que je tourne. Je crois que je suis plus concentrée que Henrik. Non, Henrik me dépasse, il faut que j'arrête de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de confiance, trop de confiance. L'étudiant qui a gagné sans prof. Ah, ça abandonne avant la fin. Ben non, faut pas abandonner, JM, vous êtes capable. Ben, je vais accepter. Le gagnant, c'est Henrik. Comme vous voyez ici, the winner is Henrik. Félicitations, Henrik. Ça, c'est l'adresse MAC de ma machine. Donc, vraiment, je suis connecté au serveur. Pour vous le prouver, regardez ici. Vous voyez ici la lumière? OK, là, je vais couvrir. Vous voyez? Donc, la lumière diminue complètement. Maintenant, je vais faire autre chose, c'est-à-dire pas l'humidité qui bouge. Donc, regardez, il y a la température qui va augmenter. J'ai enlevé ma main. Donc, si je rafraîchis, donc ici, vous voyez, la température a augmenté, elle est à 26. La lumière, parce que j'ai enlevé ma main. Et vous voyez l'humidité qui change. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on était capable de contrôler un objet et aussi de faire un display, c'est-à-dire des informations concernant la lumière, la température, l'humidité.